Bonsoir. Je m'excuse du retard, mais j'ai dû ferrailler en plénière un peu sur des questions de procédure pas très intéressantes. Ça aussi, des fois, c'est le travail parlementaire. Alors, cette question sur l'idée européenne, une fois n'est pas coutume, je l'ai pris au sérieux. Donc, avec mon bureau, on a fait un brainstorming et j'ai même un texte. Donc, c'est une grande première en Europe, c'est que j'ai un texte. Donc vous voyez que je vous ai pris au sérieux. Alors je ne sais pas si c'est bon, mais en fait, je vous ai pris au sérieux. Moi, si vous voulez comprendre pourquoi l'Europe, c'est important pour moi, je vais vous l'expliquer par une anecdote très simple. Je suis né le 4 avril 1945. Mes parents, réfugiés allemands, d'abord réfugiés politiques et réfugiés parce qu'ils étaient juifs, en France, ils ont émigré en 1933, en 1936, mon grand frère est né. Il a été déclaré à sa naissance français, la loi du sol. Et puis, après le débarquement des Alliés, en juin 1944, mes parents ont conçu un enfant de la liberté. Alors vous êtes tous adultes, vous savez qu'il se passe quelque chose, et 9 mois après, un enfant est né. 1945, le 4 avril. Imaginez que, arrivant à Montauban, à l'hôpital de Montauban, où mes parents étaient cachés près de Montauban à Moissac, cachés par des paysans français, eh bien, j'arrive sur Terre et je parle. Et je dis à mes parents, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontière entre la France et l'Allemagne. Il n'y aura plus de contrôle policier. Il n'y aura même plus d'armée, de soldats sur les bords du Rhin. Et d'ailleurs, il y aura la libre circulation dans une grande partie de l'Europe. Mes parents auraient réagi et auraient dit « nous avons un problème ». Premièrement, il parle trop tôt. Et deuxièmement, il dit n'importe quoi. Car en 1945, la réalité de l'Europe 50 ans plus tard est un rêve inimaginable, impossible. Et je crois que c'est avec cette idée en tête de ce que l'Europe a réussi à faire depuis 50 ans que l'on doit continuer à débattre sur où maintenant l'Europe doit aller. C'est-à-dire que nous pouvons être fiers de nous. Je sais, tout ce qu'on vous raconte sur l'Europe, tout ce qui ne fonctionne pas, c'est vrai. Et je vais vous dire, c'est pire. Mais en même temps, face à la mondialisation et la globalisation, nous ne nous en sortirons tous ensemble que par l'Europe. Voilà la contradiction dans laquelle nous sommes. Alors, réfléchissons à cette identité européenne. Et je voudrais commencer par une longue citation de Jan Patočka, « Liberté et sacrifice, un penseur tchèque ». Laisser s'affirmer sa conscience de masse, organiser sa pensée par la propagande, ses loisirs et ses récréations par des mesures appropriées, et il vous appartiendra sans réserve. Il s'imaginera même qu'il est libre et que tout cela constitue l'authentique réalisation de l'homme. Quant à celui qui ne s'y prête pas, on le traite comme une force nuisible, inutilisable. Il est brutalement neutralisé. Je crois que la diffusion d'une telle idéologie ne pourra que toujours amener à nouveau à des expériences semblables au fascisme, plus astucieuses peut-être, mais par essence et du point de vue humain, toujours aussi désespéré, car il n'y a pas de place pour l'idée. Or, l'idée d'homme est essentiellement toujours la même. Seule change la situation historique dans laquelle elle se réalise. L'idée, c'est la liberté humaine. L'idée de l'homme, c'est l'idée de la liberté humaine. Si, pour être entendu aujourd'hui, il ne nous restait plus que le langage de la foi, je serai à nouveau du côté de ces insolents qui refusent, c'est moi maintenant, c'est pas Patočka, qui refusent de se laisser impressionner et d'abdiquer devant les arguments d'autorité pour prêcher inlassablement la foi en la liberté. S'il fallait se résoudre
à parler la langue protéiforme des fanatismes identitaires, qu'ils soient nationalistes, souverainistes, culturalistes, religieux, ethniques et je ne sais encore, je serai avec les intégristes de la dignité humaine, non pas par idolâtrie, mais du simple fait que désormais, il y aura toujours un témoin, il y aura toujours un homme pour reconnaître ce qui lui porte atteinte, pour en sortir dans la révolte, la violence des abus de pouvoir. Vous auriez raison de trouver ma formulation pour le moins déroutante, pour ne pas dire paradoxale. Mais la force du paradoxe, c'est de nous déstabiliser dans nos évidences pour considérer différemment ce qui, de prime abord, semble relever du sens commun. Il nous force à sortir de nous-mêmes et suscite la réflexion. Il est un bon outil pour exercer le décentrement permettant d'interroger le registre identitaire. Le paradoxe interpelle. Il est provocateur et c'est peut-être aussi pour cela que je le trouve si intéressant. Certains trouveront peut-être également que je m'éloigne un peu trop de la question. Je pense au contraire que revenir en y insistant sur un certain nombre de principes et de valeurs fondamentales peut nous aider tous à comprendre à quel point ils sont liés à notre identité européenne, à quel point celle-ci répond d'une exigence radicalement démocratique, à quel point elle nous oblige à redimensionner, sans avoir à les renier, au contraire, nos spécificités identitaires, nationales, culturelles, linguistiques, pour nous projeter dans l'idée d'une identité post-nationale, telle que développée notamment par les philosophes Habermas et Jean-Marc Ferry. Dans la mesure où les critères d'appartenance à l'Union européenne, autrement dit le propre identitaire de l'Union européenne, ne sont pas d'une nature similaire à ceux sur lesquels se fondent les identités nationales. Ils n'ont pas pour vocation de singulariser toujours plus l'identité européenne en reproduisant un schéma nationaliste, mais plutôt de la relever dans une dimension universaliste. C'est dans ce sens très radical d'ailleurs que la déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne, quand elle énonce la seule frontière que trace l'Union européenne est celle de la démocratie et des droits de l'homme. Par ailleurs, rien dans les traités fondateurs de l'Union européenne ne nous permet de fonder l'identité européenne sur des critères culturels ou religieux. On constate donc une mécompréhension récurrente des principes sur lesquels s'institue le projet politique d'Union européenne. Le projet politique d'Union européenne. Ce malentendu s'est notamment illustré au moment de la Convention réunie pour rédiger la Charte des droits fondamentaux. Mais ce qui l'incarne le mieux, ce sont tous les débats autour de la candidature d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. J'ai été moi-même président de la commission parlementaire mixte Union européenne-Turquie pendant plusieurs années et je dois dire que le foisonnement des arguments invoqués m'a bien montré toute l'incertitude liée à la notion d'identité européenne. Pour abruptement affirmer, comme certains, que la Turquie n'est pas européenne, il faudrait pouvoir affirmer qu'il existe une culture unitaire européenne. Or, rien n'est moins évident. À mon avis, l'une des meilleures argumentations pour avancer sur ce débat est celle justement fournie par le philosophe Jean-Marc Ferry. Dans son livre « La République crépusculaire », il montre notamment à quel point la tergiversation européenne sur la candidature turque décrédibilise les critères officiels d'appartenance à l'Union européenne, qui sont les critères de Copenhague. Dans les critères de Copenhague, on ne vous parle pas de christianisme. Ça n'existe pas. Il y introduit également une distinction absolument éclairante entre l'Europe historique et le projet politique d'Union européenne. Il définit l'Europe historique comme cette réalité géographique porteuse d'un héritage historique qui lui confère une identité culturelle ou civilisationnelle. Quant à l'Union européenne, elle est une construction politique dont l'identité n'est pas donnée préalablement, et cette identité se doit d'être réflexive. Sa vocation est de construire une Europe politique. Elle ne cherche pas à occulter l'identité chrétienne
ou tout autre héritage de l'Europe. Simplement, elle a élaboré des critères d'appartenance qui ne sont pas préjugés par les caractéristiques culturelles de l'Europe. Et comme il l'explique très bien, à cette idée du projet politique d'Union européenne peut uniquement correspondre une identité européenne de nature post-nationale et post-identitaire, identitaire dans le sens traditionnel. Car pour une identité post-nationaliste, le projet n'est pas lié à l'héritage de la même façon que pour l'identité nationale. Cette identité européenne est donc de type nouveau, comme l'Europe est une construction politique de type nouveau que l'histoire des civilisations n'a pas connue. Elle implique un décentrement par rapport à notre héritage commun en vue de se réapproprier une identité. L'identité européenne exige donc un véritable travail de reconstruction. Par conséquent, si l'on considère que l'idée identitaire européenne s'institue dans une, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie allemande, dans une Aufhebung, c'est-à-dire un dépassement qui conserve la pluralité et qui la dépasse, des identités nationales, toute tentative d'ériger l'identité culturelle ou nationale en barrière identitaire ne peut être, d'un point de vue européen, légitime. La surdétermination d'une identité culturelle, religieuse, nationale, produit automatiquement une discrimination à l'égard de tous ceux qui ne font pas partie de cette communauté humaine spécifique. Je vous donne un exemple. Moi, je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Je ne suis pas chrétien. Je suis d'origine juive, sans jamais aller à la synagogue. Ma femme est une goye. Je me suis marié très tard. J'ai la nationalité allemande, pour la simple raison, quand j'étais jusqu'à l'âge de 13 ans apatride. Et puis, mon père m'a dit juste avant de mourir, si tu choisis la nationalité allemande, tu n'auras pas à faire son service militaire. Je suis le seul Allemand au monde à avoir choisi la nationalité allemande pour ne pas faire son service militaire. Inch'Allah. Ça existe même, ça. Mais alors, me dire où est mon identité allemande, j'aurais besoin de pas mal de Dr Freud pour trouver ça, je vous l'assure. Nous devons donc considérer les particularités et particularismes identitaires comme autant de modalités fondamentales de l'expression humaine qui imposent donc, de simples faits, leur garantie par le droit, une garantie qui ne peut être simplement formelle, mais effectivement réalisée. Et s'il y a bien un des articles des traités qui mériterait d'être systématiquement enseigné, messieurs et mesdames de l'ENA, à tous les stades de l'éducation des Européens, c'est l'article 2 qui dit « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. » C'est bien là que réside le nœud identitaire européen. Nous devons comprendre que l'identité démocratique européenne est de nature foncièrement politique. Elle est intrinsèquement liée au projet politique que constitue l'Union européenne. Or, le projet, par définition, ne peut correspondre à quelque chose de donné. L'identité européenne est donc une identité en construction. Elle épouse les contours d'un projet politique qui correspond à une démocratie d'un nouveau type. La démocratie post-nationale, que l'on pourrait aussi appeler démocratie post-nationale de la pluralité des démocraties européennes. Cette métadémocratie se constitue en quelque sorte en ne retenant des États démocratiques européens que, entre guillemets, leurs principes et leurs structures. Autrement dit, l'identité de la communauté plurinationale que constitue l'Union européenne a pour trait essentiel la diversité qui requiert donc de respecter le principe de pluralisme.
Dès lors, si l'identité européenne, complexe par essence et inconfortable par sa nature, est foncièrement liée au projet politique qu'est l'Union européenne, qu'en est-il du projet politique lui-même? Car c'est peut-être à ce niveau que se joue l'essentiel du malaise européen aujourd'hui. Ne pourrait-on pas comprendre le malaise européen comme cet état d'oscillation entre le cynisme de celui que l'Europe aurait désabusé au point de la percevoir comme un simple instrument de pouvoir, au même titre que n'importe quel autre, et l'espoir de celui qui intuitionne l'idéal de réalisation humaine qui sous-entend le projet d'Union européenne. Vu sous cet angle, le malaise européen peut donc également être interprété comme la dépossession d'un projet dans lequel tous étaient capables de se reconnaître. L'exigence démocratique européenne a tellement été galvaudée qu'elle est devenue, à perdre de sa force, à être en quelque sorte déréalisée au sens littéralement existentiel du terme. L'Europe est de plus en plus vécue comme le lieu des promesses non tenues. Il faut dire que l'éclat de son impuissance démocratique a effectivement de quoi décevoir. Elle est criante au niveau international, elle est manifeste au niveau interne, comme l'ont entre autres attesté les exemples de l'Autriche de Haider, de l'Italie, de l'empire médiatique berlusconien, de la Hongrie d'Orban. Et elle est palpable dans le sentiment d'injustice qui naît des discriminations, en particulier sociales. Pourtant, si l'on en croit l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La crise de confiance finit nécessairement par s'installer dans cette impossible contorsion pour réconcilier l'idéal démocratique animé par l'idée d'égalité avec la réalité de l'injustice sociale, de l'aberration d'une charte des droits fondamentaux qui concerne tous les citoyens européens, à l'exception des Tchèques, des Polonais, des Britanniques, de procédures qui privilégient certaines options sur d'autres, référendums nationaux, vote à l'unanimité au sein du Conseil, d'un continent dont les États font une guerre économique et fiscale en s'abstenant surtout de prévoir des mécanismes de solidarité, d'une austérité minutieusement concoctée aggravant la détresse sociale de nations qui ne veulent surtout pas se donner les moyens pour agir ensemble au plan européen. Le budget européen que les États européens, lors d'un énième conciliabule tragique, ont jugé bon de réduire, correspond en fait à 1% de la richesse européenne. Pour se faire une idée de la part de la richesse utilisée par le budget central des États fédéraux, le budget est dans ces États de 10 à 20%. Ce dernier pourcentage est celui du budget fédéral américain actuel, qui a connu une augmentation colossale quand Roosevelt a voulu sortir son pays de la Grande Dépression. Mais en Europe, c'est l'exception culturelle qui prévaut. On décide donc qu'en période de crise, il faut économiser davantage sur le budget communautaire pour que chaque nation puisse reprendre ses billes. Après tout, le budget pour 28 pays européens est à peine 3 fois supérieur au budget nécessaire pour faire fonctionner la France. Ah oui, vous allez me dire, mais la France est un grand pays. Oui, d'accord. La liste pourrait être longue. À travers leur posture nationaliste, les dirigeants européens dépeignent le triste tableau de leur propre défiance à l'égard du projet européen et de leurs partenaires. Par ailleurs, par leur politique européenne d'envergure stato-nationale, ces mêmes dirigeants entravent la démocratie post-nationale européenne et sèment le doute sur ses valeurs, sur nos valeurs. Et pour ne rien gâcher, leurs remèdes sont inopérants et apparaissent anachroniques au regard des réalités continentales et intercontinentales, ça va mal ce soir, des problèmes de ce siècle. Ce que l'on a coutume d'appeler la crise de légitimité doit être prise au sérieux car elle mine de l'intérieur nos identités politiques. Il est démocratiquement vital que le projet européen porté par les divers acteurs politiques soit publiquement exposé, en particulier selon l'angle de la réponse
qu'il apporte à la mondialisation déstabilisatrice. L'euroscepticisme est certes préoccupant, mais le conservatisme des dirigeants européens l'est tout autant. Car si certains estiment que la nation peut faire le pari fou de s'en sortir seule, il n'en reste pas moins vrai que ceux qui revendiquent de l'Europe sont mis en échec par la réalité de leur impuissance. L'euronationalisme traditionnel est décrédibilisé par l'écart grandissant entre les valeurs déclarées et la réalité du monde vécu. L'Europe a fini par prendre les allures d'une raison d'État. La crise du sens qui touche le continent européen est le produit du no man's land politique cultivé ces dernières décennies de façon intensive par une classe dirigeante qui, quand elle n'est pas eurosceptique, est euronationaliste par tradition politique. Le conservatisme de la classe politique européenne, droite et gauche confondues, n'est donc pas toujours mal intentionné, mais le fait est qu'il provoque des dégâts substantiels à travers le sentiment d'impuissance qu'il génère. La réactivisation de notre imaginaire politique est par conséquent devenue une question de survie. Ce dont l'Union européenne a besoin, c'est d'une culture politique dissidente qui soit capable d'actualiser l'idée de la démocratie européenne post-nationale à laquelle correspond une identité européenne de même nature. Les Européens ont besoin d'une imagination politique à la hauteur de l'utopie européenne, ce rêve de raison. Une telle irrévérence au regard du conservatisme intellectuel des milieux politiques me paraît d'autant plus urgente que l'exploitation du registre identitaire est de plus en plus diffuse et décomplexée. Et il serait, à mon sens, totalement irresponsable de miser sur la loyauté intarissable des électeurs qui, à force de désillusion, pourraient finir par ne plus croire en la démocratie elle-même. Merci.